Ce son, au départ, c'est juste ça, une vibration dans l'air. Et pourtant, c'est le début d'un voyage absolument incroyable. Un voyage qui va transformer cette onde bien réelle, bien physique, en une suite de zéros et de 1 qu'on écoute partout, tout le temps. Alors c'est parti, on va décortiquer ensemble cette petite magie numérique. C'est une question qu'on peut légitimement se poser, donc. Comment est-ce que toute l'énergie d'un concert, la puissance des basses, la précision de chaque instrument peut être capturée, miniaturisée et finir dans un objet qui tient dans la poche? Eh bien, ce n'est pas de la magie, mais c'est un mélange assez fascinant de physique et d'ingénierie. Pour comprendre comment on met le son en boîte, si on veut, il faut d'abord revenir à la base de la base, à une question toute simple, mais au fond, le son, c'est quoi? C'est vraiment le point de départ de tout. En fait, c'est très simple. Un objet qui vibre, disons une corde de guitare, va pousser les molécules d'air juste à côté. Ces molécules en poussent d'autres, qui en poussent d'autres, et ça crée une onde de pression qui se propage. C'est un peu comme une file de dominos. Ce n'est pas le premier domino qui arrive au bout, c'est l'énergie qui se transmet de proche en proche. Pour le son, c'est exactement le même principe. Et là, on le voit super bien, ce mécanisme. L'onde sonore, c'est une alternance de zones où l'air est tout comprimé et de zones où, au contraire, il est plus détendu, plus dilaté. C'est vraiment cette réaction en chaîne qui fait voyager le son. Ce n'est pas l'air lui-même qui se déplace en masse. Le point qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que le son a absolument besoin de matière pour exister. Pas d'air, pas d'eau, pas de mur, eh bien pas de son. C'est ce qu'on appelle une onde mécanique, elle a besoin d'un support pour se propager. C'est la fameuse raison pour laquelle, dans l'espace, personne ne peut nous entendre crier. Et cette vitesse de propagation, elle dépend énormément de l'environnement. C'est logique. Plus un milieu est dense, comme l'acier par exemple, plus les molécules sont serrées les unes contre les autres et plus l'énergie se transmet vite. C'est pour ça que le son est un vrai sprinter dans le métal, mais un simple marcheur dans l'air. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'est une onde sonore, on va la disséquer un peu. Chaque son, que ce soit une note de musique ou une voix, possède en fait une sorte de carte d'identité, avec 3 caractéristiques bien précises. La première, c'est la fréquence. C'est tout simplement la vitesse à laquelle l'onde vibre. Et notre cerveau, lui, il traduit ça en hauteur de son. Des ondes lentes, très espacées, on perçoit un son grave. Des ondes très rapides, très serrées, c'est un son aigu. Et il faut savoir que notre oreille est capable de capter tout ce qui vibre entre 20 et 20 000 fois par seconde. Deuxième caractéristique, l'amplitude. Là, c'est la taille de l'onde, on pourrait dire sa force. Une grande amplitude, ça veut dire une grosse vague de pression, et donc un son qu'on perçoit comme fort. Une toute petite amplitude, c'est un son faible, un murmure. C'est aussi simple que ça. Pour mesurer ce volume, on utilise une unité, le décibel. Et l'échelle est juste immense. On passe du silence quasi parfait d'un studio d'enregistrement au vacarme d'un réacteur d'avion qui, lui, atteint carrément notre seuil de douleur. Et enfin, il y a le timbre. Ah, le timbre, c'est la signature du son. C'est ce qui fait qu'un piano et une guitare ne sonnent pas du tout pareil, même s'ils jouent exactement la même note au même volume. En fait, c'est la forme unique de l'onde, qui est un mélange complexe de plein de vibrations. On peut voir ça comme la couleur du son, ce qui lui donne toute sa personnalité. Bon, récapitulons. On a notre onde sonore, une vague continue, bien physique. Le problème, c'est qu'un ordinateur, lui, ne comprend rien à tout ça. Il ne parle qu'une seule langue, les nombres. Alors comment on fait pour traduire cette vague en une suite de 0 et de 1? C'est là que tout le processus de numérisation commence. Ce processus, il se déroule en 2 grandes étapes clés. D'abord, on va prélever des mesures de l'onde à des intervalles très réguliers. Ça, c'est l'échantillonnage. Et ensuite, on va attribuer une valeur numérique précise à chacune de ces mesures. Et ça, c'est la quantification. Pour bien comprendre l'échantillonnage, l'image du carnet d'animation est parfaite. C'est comme si on prenait des photos, des instantanés de l'onde à des moments très très réguliers. Plus on prend de photos par seconde, plus l'animation finale sera fluide et ressemblera à l'original. Si on n'en prend pas assez, le son sera complètement haché, saccadé, voire méconnaissable. D'accord, mais alors, combien de photos par seconde faut-il prendre? Eh bien pour ça, il y a une règle d'or, un théorème absolument crucial. Il faut toujours prendre au moins 2 fois plus d'échantillons que la fréquence la plus aiguë du son qu'on veut enregistrer. C'est la condition non négociable pour être sûr de ne perdre aucune information en route. Et cette règle, on la retrouve appliquée partout autour de nous. L'oreille humaine, on l'a dit, entend jusqu'à environ 20 000 Hz. Donc, pour un CD audio de qualité Hi-Fi, on échantillonne à 44 100 Hz, soit un peu plus du double. C'est ce qui nous garantit que la qualité sonore sera fidèle à l'original. Une fois qu'on a prélevé tous nos échantillons, toutes nos photos, il faut leur donner une valeur chiffrée. C'est ça, la quantification. On peut imaginer qu'on mesure chaque échantillon avec une règle. La profondeur de bits, c'est la finesse des graduations sur cette règle. Plus on a de bits, plus la mesure est précise et donc plus le son numérique se rapproche de la perfection de l'original. Mais voilà, toute cette fidélité, toute cette précision, ça a un coût.
Et ce coût, c'est le poids de fichiers. Un son de haute qualité, c'est un fichier absolument énorme. Plus de 10 mégaoctets pour une seule petite minute de musique. À ce rythme-là, impossible de stocker tout un album sur son téléphone, et je ne parle même pas de le streamer sur Internet. Il fallait donc trouver une solution pour faire maigrir ces fichiers. Et c'est là qu'intervient la dernière étape du voyage, et sans doute la plus astucieuse de toutes, l'art de la compression. En gros, il y a deux grandes approches, deux grandes familles. D'un côté, la compression sans perte, qu'on appelle aussi lossless, c'est un peu comme un fichier zip, ça réorganise les données de manière plus intelligente pour prendre moins de place, mais à la fin, on peut retrouver l'original, à l'identique. De l'autre côté, il y a la compression avec perte, ou lossy, comme le fameux MP3. Et là, on supprime carrément des informations pour de bon afin de réduire la taille du fichier de façon drastique. Mais attention, quand on dit supprimer, il ne faut pas imaginer une boucherie. C'est de la chirurgie de très haute précision. Cette technique, elle s'appuie sur une science fascinante, la psychoacoustique. C'est l'étude de ce que notre cerveau et nos oreilles entendent, ou plutôt n'entendent pas. La logique est implacable. Pourquoi s'embêter à garder les informations sonores si de toute façon, personne ne peut les entendre? Un des principes clés, c'est ce qu'on appelle le masquage. Par exemple, le masquage temporel. Imaginez un son très fort, un coup de cymbale par exemple. Eh bien, notre cerveau est tellement focalisé sur ce son qu'il va complètement ignorer les petits sons très faibles qui se produisent juste avant ou juste après. L'algorithme de compression le sait, et donc, il les efface, tout simplement. Et le plus fou, c'est qu'on ne se rend compte de rien. Et voilà, le voyage est terminé. De la simple vibration d'une corde de guitare jusqu'à un algorithme super malin qui exploite les failles de notre cerveau, on a vu tout le parcours qui a permis au son de devenir numérique. C'est cette suite d'innovations qui a créé le paysage sonore dans lequel on vit tous les jours. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question un peu philosophique. Si on retire des parties d'une chanson, même si ce sont des parties que théoriquement personne ne peut entendre, est-ce que c'est toujours la même œuvre, la même chanson ? C'est tout le paradoxe de notre monde audio-numérique. On est dans un compromis permanent entre la perfection technique d'un côté et la perception humaine de l'autre. La question reste ouverte.